Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec le docteur Jacques Fricker, médecin nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris, ancien chercheur à l'INSERM et co-auteur du livre avec le médecin cardiologue Patrick Assiag, Prenez votre cœur à cœur, publié aux éditions Odile Jacob. Aujourd'hui, on se concentre sur un sujet qui résonne en chacun de nous. La vitalité et le bien-être de notre cœur. Le cœur est le patron de l'organisme. Une vérité qui souligne l'importance de prendre soin de cet organe essentiel. Mes chers auditeurs, saviez-vous que la prévalence des maladies cardiovasculaires en France est alarmante ? Et elle soulève des questions importantes, notamment sur nos modes de vie et nos habitudes alimentaires. En France, 25% des décès sont provoqués par des maladies cardiovasculaires. On recense actuellement une moyenne de 400 décès par jour. Les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité chez l'homme, après les cancers, mais la première cause de mortalité chez la femme. Les Françaises meurent près de 7 fois plus de maladies cardiovasculaires que de cancers du sein. Comment pouvons-nous changer cette fâcheuse tendance ? Quels sont les meilleurs choix alimentaires et pratiques pour soutenir la santé de notre cœur ? Dans ce podcast, nous allons explorer avec le médecin nutritionniste Jacques Fricker ces questions importantes. Afin de mieux comprendre comment mieux prendre soin de notre cœur, nous recevons le docteur et médecin nutritionniste Jacques Fricker pour parler de son dernier livre, coécrit avec le cardiologue Patrick Assiag, Prenez votre cœur à cœur, publié aux éditions Odile Jacob. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Docteur Jacques Fricker, bonjour. Bonjour Amal. Alors, dans votre ouvrage « Prenez votre cœur à cœur », coécrit avec le docteur Patrick Assiag, qui est lui-même cardiologue, vous soulignez l'importance de la nutrition pour la santé cardiovasculaire. Alors, pourriez-vous nous expliquer les principaux liens entre notre alimentation et la santé de notre cœur ? En fait, on a remarqué ce lien grâce à des études qui datent déjà de 1950-60, notamment dans le bassin méditerranéen, en comparant le risque cardiovasculaire qu'il y avait aux États-Unis ou en Finlande, qui était extrêmement élevé, ou en Angleterre ou en Allemagne, il y avait beaucoup de morts par des infarctus du myocarde, par exemple, avec celle de la Méditerranée et notamment de la Crète, de la Grèce, de l'Italie. On a remarqué que le régime méditerranéen conférait une protection majeure en termes de cœur et qu'il y avait beaucoup moins de problèmes cardiaques chez ces personnes. Pareil avec le régime japonais. Et ensuite, on est allé, avec l'alimentation japonaise, on a essayé de découvrir pourquoi. Et petit à petit, on a mis en évidence quels sont les aliments qui protègent le cœur, mais à l'inverse, quels sont ceux qui sont néfastes pour le cœur. Ça ne veut pas dire par là qu'on a besoin de manger de façon très rigide, mais on a intérêt à manger plus d'aliments protecteurs que d'aliments néfastes. Alors, on peut passer en revue les aliments protecteurs pour que ça soit... Et vous verrez que ce sont des aliments gourmands. Quand on va en Italie, quand on va en Grèce, on mange bien, c'est savoureux, c'est délicieux. Donc, on n'a pas besoin de se priver pour protéger son cœur. Première famille qui protège, ce sont les fruits et les légumes dans leur ensemble, qu'ils soient crus ou cuits, qu'ils soient frais, surgelés ou en conserve. C'est souvent mieux frais, c'est plus savoureux, mais les surgelés ou les conserves sont pratiques. Et là, il y a vraiment un effet protecteur, notamment pour le cerveau, en fait, parce que les maladies cardiovasculaires, ça touche le cœur, mais également aussi le cerveau. Il y a des personnes qui ont des problèmes cérébraux, qui réfléchissent moins bien, qui ont des accidents vasculaires cérébraux, des hémiplégies par exemple, ou qui meurent à cause de problèmes également cérébrovasculaires. Et donc là, les fruits et légumes ont un rôle important sur le cerveau au niveau de la protection, un peu moins sur le cœur que sur le cerveau. Par contre, il y a une famille de fruits extrêmement intéressants pour le cœur. Ce sont les fruits qu'on appelle les fruits oléagineux ou les fruits à coque, comme les noix, les noisettes, les amandes, qui ont un rôle vraiment extrêmement important. Le fait de manger, vous voyez, une dizaine d'amandes, de sarnes de noix ou de noisettes, par exemple, conduit à une baisse du risque d'infarctus d'environ 25%, ce qui est énorme. Ah oui. Ce qui est énorme. Et ça, il y a vraiment de multiples études qui le montrent aux États-Unis, notamment par l'équipe de Harvard, qui est une des meilleures au monde dans le domaine. Donc, manger des fruits à coque, ça protège le cœur. Manger des fruits et légumes, ça protège également le cœur, mais surtout le cerveau. En sachant qu'il y a bien sûr d'autres familles d'aliments qui sont protectrices.
Il y a les poissons, notamment les poissons gras, car les oméga 3 des poissons gras sont des graisses très particulières qui interviennent en réduisant le risque de caillots, en réduisant le risque de ce qu'on appelle la thrombose. Donc, les artères ne vont pas se boucher grâce aux oméga 3 du poisson. Et quels sont les poissons gras? Ce sont le saumon, le thon, l'espadon, mais également, les plus intéressants sont en fait les poissons les moins chers. Ce sont les sardines, les maquereaux et les harengs, qui ont l'intérêt d'être bon marché, d'être facile à préparer, notamment si on les mange en conserve, mais c'est encore meilleur frais, mais ça peut très bien être en conserve, ça conserve leurs bénéfices. Ils sont riches en oméga 3 qui protègent le cœur et qui protègent également le cerveau et qui interviennent dans la mémoire, également au niveau des yeux, ça intervient. Au niveau du développement cérébral du fœtus, ça intervient aussi, ces oméga 3. L'intérêt de ces poissons, harengs, maquereaux, sardines, c'est qu'ils sont également riches en vitamine D, surtout harengs et maquereaux. Et en plus, ils sont pauvres en métaux lourds. Parce que les gros poissons de mer, comme certains thons ou l'espadon ou le requin, sont des poissons en bout de chaîne qui, du coup, accumulent petit à petit les métaux lourds. Parce qu'il y a des métaux lourds liés à la pollution, comme le mercure ou l'arsenic. En revanche, les petits poissons, comme le hareng, le maquereau ou la sardine, eux, sont en début de chaîne, donc ils ont très peu de métaux lourds. Donc, c'est leur chair. Donc, ces poissons ont vraiment beaucoup d'intérêt pour notre santé du cœur et pour la santé en général. Là, il y a d'autres familles protectrices. Les yaourts sont protecteurs parce que les yaourts ont un effet bénéfique sur le microbiote. Donc, il ne faut pas croire que les produits laitiers soient néfastes pour le cœur. Ils sont légèrement bénéfiques pour les produits laitiers en général, mais surtout très bénéfiques pour les yaourts, en sachant qu'il vaut mieux privilégier ceux, non pas les 0%, mais éviter de ne manger que du fromage et préférer donc plutôt les yaourts ou le lait fermenté, qui a beaucoup d'intérêt aussi. Vous avez d'autres aliments protecteurs. On a plutôt intérêt à prendre de la viande blanche plutôt que de la viande rouge. Laisser la viande rouge pour à peu près 2 repas par semaine environ. Les œufs n'ont pas d'impact néfaste particulier, en fait. Donc, on peut très bien consommer des œufs. Tous les jours, tant qu'on veut. On peut très bien manger 1 ou 2 œufs par jour sans problème. L'œuf, c'est une très bonne source de protéines, qui a l'intérêt là aussi d'être bon marché. Et pour les seniors, souvent, les personnes âgées aiment moins la viande qu'avant, aiment moins le poisson. En revanche, l'œuf, souvent, ils continuent à l'aimer. En plus, c'est plutôt mou quand on a des problèmes dedans. Donc, l'œuf a pas mal d'intérêt à ce moment-là, à ce niveau-là, pour apporter à la fois des protéines sans être néfaste pour le cœur. Donc, voilà un peu globalement les aliments protecteurs. Il y a 2 aliments protecteurs que sont les aliments complets. On a plus intérêt à prendre des formes complets pour le pain, pour les pâtes, pour le riz, par exemple, ou semi-complets si on supporte mal ce qui est complet. Intérêt également de prendre des légumes secs. Les légumineux, c'est extrêmement intéressant. Ça protège le cœur, comme les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les flageolets, par exemple, ou les haricots blancs, ou les haricots rouges, ou les haricots noirs. Donc, ce sont des aliments extrêmement intéressants. Au niveau des matières grasses, il y a 3 huiles intéressantes qui protègent le cœur. C'est l'huile d'olive, parce qu'elle apporte des bons acides gras, mais surtout, elle apporte ce qu'on appelle des polyphénols qui ont une caractéristique de protéger les artères. L'huile de colza et l'huile de noix sont intéressantes également parce qu'elles apportent des oméga 3, comme le poisson. Donc, si on n'aime pas le poisson, il y a des personnes qui sont allergiques ou qui n'aiment vraiment pas les produits de la mer. À ce moment-là, tournez-vous souvent vers les noix ou l'huile de noix ou l'huile de colza qui apportent également des oméga 3. Donc, voilà globalement les aliments les plus protecteurs. Ça ne veut pas dire par là qu'il ne faut jamais manger les autres. On va en parler si vous le souhaitez. Il y a des aliments qui sont neutres et des aliments qui sont néfastes si on en mange souvent. Mais si on en mange de temps en temps, ça peut peu d'importance. Alors, quels sont les aliments à éviter absolument? Alors, les pires sont sans doute les boissons sucrées. Il faut savoir qu'au Mexique, par exemple, où les Mexicains boivent beaucoup de soda, presque plus de soda que d'eau, eh bien, vous avez 40% de la mortalité des adultes de moins de 40 ans qui est liée à la consommation de soda ou d'autres boissons sucrées. Donc, le sucre dans les boissons, c'est un rôle extrêmement néfaste pour le cœur. Ça favorise le diabète, l'obésité et un rôle extrêmement néfaste pour le cœur. Vous avez également les sucres rapides, les glucides rapides, que sont par exemple les aliments croustillants, comme les céréales croustillantes du petit déjeuner. Même sans sucre, c'est à éviter. Comme les chips, comme les biscuits salés. Les biscottes, les galettes de riz sont moins intéressantes également, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que le vrai pain. On a plus intérêt à prendre du vrai pain à l'ancienne que des biscottes, des galettes de riz ou des galettes de maïs, qui sont des faux amis, même quand c'est biologique. Les autres aliments néfastes, ce sont les aliments ultra transformés. Quand vous avez un aliment ou un plat cuisiné ou un aliment où vous voyez plein d'ingrédients, un aliment industriel où il y a de très nombreux ingrédients, plus que 5 ou 6,
Là, c'est trop. Ça veut dire qu'il a été trop transformé par l'industrie. Et on s'est rendu compte que c'était un aliment qui était pas très bon pour le cœur. Donc, il vaut mieux éviter. De même qu'il vaut mieux éviter de consommer beaucoup de charcuterie. Un peu de charcuterie, vous mangez de la charcuterie 2 fois par semaine, il n'y a aucun problème. Mais la charcuterie tous les jours, les viandes comme ça qui sont transformées, c'est moins bien que de prendre de la viande plus simple. Donc, on a plus intérêt à faire une cuisine d'assemblage avec des aliments plutôt bruts que l'on cuisine simplement soi-même, plutôt que d'acheter des aliments qui sont transformés par l'industrie. De temps en temps, un plat cuisiné, de temps en temps, de la charcuterie ou des céréales croustillantes, mais rarement, il ne faut pas que ça soit la majorité du temps. Alors, vous évoquez longuement les compléments alimentaires. Lesquels sont essentiels pour se préserver son cœur et sa santé? En fait, les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation saine. Le plus important, c'est de manger sainement. Et par exemple, les oméga-3 en comprimé n'ont jamais montré d'avoir une efficacité sur le cœur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une complexité dans l'aliment qu'il n'y a pas dans un comprimé. Donc, il ne faudrait pas croire qu'on peut manger déséquilibré et remplacer les aliments santé par des pilules. Ça, ce n'est pas le cas. Ça a été largement démontré. Les compléments alimentaires intéressants, il y a surtout la vitamine D, notamment en automne-hiver, parce qu'on manque de soleil, on n'est pas assez dehors, du coup, on en a besoin. Et de plus en plus, les médecins prescrivent de la vitamine D à leurs patients, aux enfants, mais également aux adultes au cours de l'automne-hiver. Il ne faut pas non plus en prendre trop, parce que les surdosages, c'est pas bon. Pour les femmes qui, en âge de procréer, qui ont des règles abondantes, à ce moment-là, elles peuvent avoir besoin de fer. Mais il y a un examen sanguin à réaliser pour être sûr qu'il y a vraiment une carence en fer. Pour les personnes qui mangent peu de fruits et légumes pour des raisons médicales ou parce que vraiment ils n'aiment pas ça, c'est peut être intéressant de prendre des polyvitamines. Par exemple, si elles suivent un régime amaigrissant ou après une chirurgie bariatrique, une chirurgie de l'estomac pour maigrir, des gens très très obèses, là, elles auront besoin sans doute d'une polyvitamine. Mais globalement, la plupart d'entre nous, à part la vitamine D, on peut tout à fait se passer de compléments alimentaires. Il faut beaucoup mieux manger équilibré que prendre des compléments alimentaires. Alors, vous évoquiez tout à l'heure les noix dont les études scientifiques avaient démontré qu'elles réduisaient de 25% les risques cardiovasculaires. Les noix, c'est quoi? C'est des oméga-3? Alors, les noix, tous les fruits à coque sont protecteurs. Que ce soit les noix, les noisettes, les noix de cajou, les amandes, les pistaches. Globalement, tous les fruits à coque sont protecteurs. La cacahuète, un peu moins. Mais ce n'est pas un fruit, c'est plutôt un légume à coque. Mais sur un plan botanique. Mais les noix ont en plus la spécificité d'avoir des oméga-3. Les noix qu'on appelle de Grenoble ou du Périgord, des noix plutôt, entre guillemets, européennes, ont cette spécificité. Donc, ça apporte un plus par rapport aux autres. Même si vous n'aimez pas les noix, le fait de prendre un autre fruit à coque sera également protecteur. Un peu moins que les noix, mais ça sera également intéressant. Attention, cependant, à ne pas en manger trop, parce que si on en mange énormément, ça peut faire grossir. Et à ce moment-là, l'aspect néfaste lié au surpoids risque de compenser, de gêner l'effet bénéfique des noix. Donc, vous en prenez une dizaine par jour, c'est très bien. Soit au repas, soit entre les repas. Les noix peuvent également être une excellente collation. Alors, est-ce que ça peut remplacer, par exemple, les sardines ou les poissons gras, si on n'aime pas les poissons gras ou si on est végan? Ça sera mieux que rien, mais les poissons gras ont l'intérêt d'avoir des oméga-3 qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux des noix. Donc, c'est pas mal. Le mieux, c'est d'avoir les deux. Mais si vraiment vous n'aimez pas les poissons, à ce moment-là, prenez des noix. Et si vous n'aimez pas les noix, et si vous mangez du poisson et des poissons gras, ça ne sera pas très grave non plus. Alors, quid des régimes végétariens et végétaliens? Quels sont Alors, le régime végétarien est intéressant, moins que le régime méditerranéen. Le régime le plus protecteur, c'est le régime méditerranéen, avec du poisson, de la viande, surtout des volailles, de la viande rouge maximum une fois par semaine, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des noix, etc. C'est vraiment le régime le plus protecteur. Le régime japonais, il est un petit peu moins. Le régime végétarien est un petit peu moins également que le méditerranéen. Mais dans le régime végétarien, vous mangez des protéines animales, vous mangez des produits laitiers et des œufs. Parfois, il y a des végétariens qui mangent du poulet ou du poisson, ça dépend desquels. En revanche, le régime végétalien, où il n'y a aucun produit d'origine animale, c'est-à-dire ni œufs, ni poisson, ni viande, ni volaille, ni produits laitiers, là, il y a des carences. Et ce régime est moins protecteur que le végétarien ou que le méditerranéen. Donc, évitez les régimes végétaliens. Mais si vous souhaitez faire un régime végétarien, là, il n'y a pas de problème. C'est bénéfique par rapport à l'alimentation dite occidentale, quand on mange trop gras ou trop ultra transformé. Alors,
En quoi le régime japonais est moins protecteur que le régime crétois? Alors, il y a moins de noix, il y a moins d'oméga 3 par les noix. Il y a trop de sel. Il y a un peu moins de fruits et légumes. Il y a un peu moins de variété dans les fruits et légumes. Et il y a moins de légumes secs. Ça semble être par rapport à ça. La différence n'est pas énorme, mais le régime méditerranéen est encore plus protecteur globalement que le régime japonais. Alors, quelle est la bonne routine type de la semaine quand on veut bien s'alimenter? Alors, la routine type. D'abord, il n'y a pas une seule façon de bien manger, il y en a plusieurs. On peut très bien faire, si on n'a pas très faim le matin, on peut très bien ne pas manger le matin. On peut très bien faire 2 repas, 3 repas ou 3 repas avec 1 ou 2 collations si on a envie, si on a faim entre les repas. Donc, essayez d'écouter son corps, premièrement. Si on mange le matin, intérêt de prendre soit du pain, style pain aux céréales, pain de seigle, pain au sarrasin, éventuellement du pain au levain ou une baguette à l'ancienne, ce qui est pas mal non plus. Un pain qui sera lentement assimilé. Un peu de beurre, la margarine n'a aucun intérêt particulier, autant prendre un peu de beurre et de miel ou de confiture si on aime ça. Ce qui est pas mal du tout le matin, c'est de démarrer avec un peu de protéines animales, style pain avec un peu de fromage ou avec du saumon fumé ou avec un peu de thon ou un œuf par exemple. Ça cale bien, ça rassasie bien, notamment pour les personnes qui ont des problèmes de poids. Souvent, ils vont moins manger à la journée, finalement, ils vont maigrir grâce à un petit déjeuner comme ça, avec du pain et des protéines. Alors, l'autre, c'est pas mal d'avoir mais on peut remplacer ça également par un yaourt, ça peut être un yaourt. Éventuellement un fruit, ça sera encore mieux, ou quelques noix pour avoir tout de suite dès le matin des molécules protectrices pour nos artères. L'autre option, ce serait de prendre, si on aime les céréales, de prendre des flocons, c'est le flocon d'avoine. Éviter les céréales croustillantes qui font augmenter l'insuline, comme les cornflakes par exemple. Elles font augmenter l'insuline et du coup, c'est assez pas bon pour le cœur. Les artères n'aiment pas quand l'insuline augmente trop. Donc, prendre plutôt des flocons d'avoine ou des flocons 5 céréales avec du lait fermenté, par exemple, ou des yaourts, quelques noix et un fruit frais coupé. Là, vous aurez un petit déjeuner assez idéal. Mais si vous n'avez pas faim le matin, ne mangez rien. Quitte à manger, pourquoi pas, une pomme, une banane vers 11h si vous aviez faim. Déjeuner, dîner, accueillir aux 2 repas des légumes, crus ou cuits, ou les deux. Il peut y avoir potage puis salade, ou potage puis légumes cuits avec le plat, par exemple, ou salade crudité puis des légumes avec le plat. Si possible, en début de repas ou avec le plat principal. Ne pas le prendre seulement à la fin du repas pour ralentir globalement l'assimilation des aliments. C'est mieux quand les aliments passent lentement. Faire une cuisine à l'huile le plus souvent, de temps en temps à la crème ou au beurre, mais le plus souvent à l'huile, olives, colza et noix. Du riz ou plutôt complet, des pâtes, des légumes secs ou des pommes de terre, enfin un féculent. À sa faim, ou du pain. Si on n'a pas faim, on peut très bien modérer les féculents ou ne pas en prendre, mais si on a faim, les prendre à sa faim, mais avec les légumes, pas à la place. Et puis un peu de protéines animales. Ça peut être du fromage râpé avec les pâtes, ça peut être de la feta, par exemple, dans une salade de lentilles, mais ça peut aussi être, bien sûr, une volaille, de temps en temps de la viande rouge, souvent du poisson, des œufs. Vous voyez, ça sera un plat idéal. Un dessert ou pas de dessert, ça dépend de votre faim. Les fruits et les yaourts, par exemple, peuvent être consommés aussi bien au repas qu'entre les repas, au choix. C'est un très bon dessert, le fruit, mais c'est également une excellente collation. Donc là, à votre choix. Du fromage, je dirais un morceau par jour, mais ne pas oublier les yaourts ou les laits fermentés. Le dîner sera à peu près composé de la même façon et vous auriez ainsi un repas assez idéal. Ne pas hésiter également à prendre des condiments comme la moutarde, le vinaigre par exemple. Les épices, les herbes, tout ça, c'est également protecteur. Le chocolat même est protecteur. Alors, dans les boissons, c'est intéressant parce qu'il y a des boissons qui sont protectrices. Il y a le thé vert, qui est protecteur pour le cœur. Le thé semi-fermenté, qu'on appelle le thé oolong, qui est également protecteur, semble-t-il. Vous avez, sans sucre, c'est possible, sinon c'est beaucoup moins. Le café est protecteur, c'est assez étonnant, ça. Mais sauf pour les gens qui ont un rythme cardiaque très rapide, qui ont le cœur, des palpitations, là, il vaut mieux modérer le café. Mais prendre 1 à 3 tasses de café par jour, c'est un effet protecteur sur le cœur, grâce au polyphénol qu'il y a dans le café, parce que le café est d'origine végétale. Le chocolat noir même est protecteur. Donc prendre une tablette de chocolat, non pas par jour, parce que là vous allez prendre du poids, mais par semaine par exemple, de chocolat noir à 70% de cacao ou plus, c'est protecteur pour le cœur. Vous voyez, des bonnes choses qui sont protectrices, ça fait plaisir. En revanche, les barres chocolatées, ça c'est pas bon du tout. Enfin, c'est pas bon du tout si on en prend souvent. Les barres complètement transformées qu'on trouve dans les distributeurs, par exemple, ou dans certains supermarchés. Alors, l'eau est protectrice. On a vraiment intérêt à boire beaucoup d'eau. Éviter les jus de fruits, éviter les sodas. Et l'alcool, alors le vin, petite dose, et de façon régulière et non pas tout le week-end.
Le fait de boire un verre de vin par jour, c'est protecteur, notamment le vin rouge, grâce au polyphénol. Mais attention, si on dépasse 2 verres, là, ça devient très vite néfaste pour plein de choses. Donc surtout, si on a l'habitude de boire un verre et si on arrive à se contenter de cela, de vin par jour, très bien. Mais si vous avez des risques de dépendance, surtout ne touchez pas à l'alcool, parce qu'il y a quand même 40 000 personnes qui meurent par an en France d'excès d'alcool. Mais à petite dose, régulière, c'est protecteur. Le mode de vie joue un rôle majeur dans la santé cardiovasculaire, avec au premier rang la façon de se nourrir. Alimentation méditerranéenne, régime crétois, modèle japonais. Vous découvrirez dans ce livre les dernières recherches portant sur les modèles alimentaires qui ont fait la preuve de leurs bienfaits. Dans la seconde partie de l'ouvrage, vous découvrirez les aliments qui protègent cœur, cerveau et artères, et à l'inverse, ceux qui les altèrent. Vous comprendrez mieux les vertus des fruits et légumes, celles de certains poissons. Vous apprendrez à choisir les meilleurs féculents, les meilleures huiles, à différencier parmi les aliments industriels les bons et les moins bons. Vous serez surpris par l'étonnant pouvoir cardioprotecteur des noix et par les dangers des boissons sucrées, l'une des premières causes d'infarctus dans le monde. Vous serez déçu d'apprendre que certains aliments prétendument miracles, comme les graines, n'ont pas encore prouvé leur efficacité. Vous différencierez le vrai du faux parmi les nombreuses idées reçues concernant les produits laitiers. Vous saurez choisir les meilleures pâtisseries, le bon chocolat, les bonnes pâtes à tartiner. Vous profiterez d'une cuisine savoureuse et sans bouleverser vos habitudes de vie. Cette manière de composer vos repas vous sera par ailleurs utile pour conserver ou retrouver votre juste poids, élément important si vous souhaitez protéger vos artères. Alors, docteur Jacques Fricker, vous venez de nous offrir la lecture d'un passage extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait ? Je choisis cet extrait parce qu'il résume en fait globalement le livre, ça donne des pistes et après pour le détail, c'est dans cet ouvrage écrit avec Patrick Assiag, en sachant que cette alimentation protectrice, elle a le grand avantage d'être protectrice pour le cœur, mais également pour le cerveau. C'est la même alimentation qui protège des maladies comme la maladie d'Alzheimer. Et c'est la même alimentation qui a un effet protecteur également sur le cancer. Donc il n'y a pas besoin de choisir l'alimentation protectrice idéale. Il y en a une qui protège à la fois les artères, qui diminue les risques de cancer et qui diminue les risques d'Alzheimer. Donc ce serait vraiment dommage de s'en priver et qui en plus permet de garder ou de retrouver son juste poids. En sachant qu'en plus de cette alimentation, ce qui est très important, c'est l'activité physique. Ça va vraiment de pair. Nous aurions intérêt à marcher au moins 5 km par jour. Pas forcément d'un seul tenant, ça peut être par petits bouts, ça peut être 300 mètres pour aller acheter le pain, ça peut être aller marcher pour aller au métro, pour chercher son bus, pour aller chercher les enfants à l'école ou autre. Ça peut être également danser, faire le ménage, enfin, au moins 1 heure par jour, en sachant qu'une demi-heure de sport, de sport intense, ça correspond à 1 heure de marche par jour. Donc faire soit 3-4 heures de sport par semaine, et ou marcher 1 heure par jour. C'est vraiment important pour protéger le cœur. Et c'est également ce niveau d'activité qui protège contre l'obésité et qui protège également, là aussi, le cerveau et qui réduit les risques de cancer. Donc c'est vraiment une façon de vivre qui a de multiples intérêts santé et de multiples intérêts également pour la ligne et pour la forme physique et intellectuelle en général. À quel degré a-t-on mesuré les bénéfices de l'activité physique sur la santé, l'inflammation du corps, les maladies cardiaques, le cancer, etc. etc. Bon, ça fait déjà une bonne trentaine d'années qu'on a mesuré cela. Et là, les certitudes existent. On se rend compte que quand on atteint 3-4 heures par semaine de sport, on atteint à peu près l'effet optimal. Alors après, si on en fait plus, si vous faites 5, 6, 7 heures, vous serez encore plus affûté, vous serez encore plus performant dans votre sport, mais ça ne va pas changer grand-chose pour votre santé. Donc, on n'a pas besoin d'en faire énormément si au départ, on n'a pas le temps ou on n'aime pas tellement cela. Mais vraiment, bouger, le vélo ici, par exemple. Le fait de faire 10 km en vélo, ça correspond à peu près à 5 km de marche. Donc, ça peut très bien être le vélo qui devient de plus en plus à la mode. En revanche, si c'est la trottinette, là, il n'y a pas d'effet parce qu'il n'y a pas tellement d'activité physique sur la trottinette. Alors, dans cet extrait, vous parlez également des graines. J'imagine qu'il y a les fameuses graines de chia, de lin, etc. Les graines de chia, les graines de lin, alors, c'est presque... Il y a
il n'y a rien de démontré pour l'instant. Ça sera peut-être démontré par la suite. Alors, c'est riche en antioxydants, certes, mais vous prenez n'importe quel fruit et légumes, ils sont riches également en antioxydants. Donc, le fait de mettre en plus les graines de chia, c'est pas néfaste, mais il y a rien de particulièrement démontré, donc pourquoi pas, hein. Mais c'est pas l'essentiel. Si on fait que ça, il y aura pas d'effet. Si on fait ça en plus, ça a peut-être un effet supplémentaire. Pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être que dans quelques années, on aura démontré un réel bénéfice. Mais il y a beaucoup d'effets de mode, hein, au niveau de ces aliments dits miracles. Alors, information importante, aux États-Unis, où 80% des enfants américains ne boivent jamais d'eau plate, de même qu'au Mexique, où 30 à 40% des décès sont liés au soda, vous le disiez tout à l'heure. Alors que l'hydratation est souvent sous-estimée en matière de santé cardiovasculaire, hein, vous en parliez également tout à l'heure. Pourriez-vous nous rappeler son importance et les recommandations pour une bonne hydratation? Alors, on a intérêt à boire au moins 1 litre, 1,5 litre si possible, de liquide non sucré par jour, non alcoolisé, du style l'eau, le thé, ou le thé léger, la tisane, par exemple. Alors, on peut pas boire 1,5 litre de café, mais 1 ou 2 cafés dans la journée, par exemple. Et globalement, toutes boissons confondues, le potage également, qui apporte de l'eau, au moins 1,5 litre. C'est important à la fois pour le cerveau, pour se réhydrater, notamment après l'activité physique. C'est important pour éviter les infections urinaires. C'est important pour éviter les calculs du rein, et ça, c'est très, très douloureux. C'est important pour éviter la goutte. Et c'est important également pour protéger le cœur. Il y a une étude américaine qui montrait que le fait de boire de l'eau, les buveurs d'eau en Amérique ont moins d'infarctus que les autres, parce qu'en fait, ça permet, ça conduit les plaquettes. Les plaquettes, ce sont des petites choses qui sont dans le sang. Quand elles sont trop rapprochées, elles coagulent, et ça bouche les artères. Et si vous buvez, il va y avoir plus d'espace entre les plaquettes, donc il y aura moins de risque de coagulation. Donc, c'est important également pour le cœur. Donc, boire, oui. Alors, boire aussi bien, on peut très bien boire au repas quand on a soif au repas, mais 1,5 litre au repas, ça va être difficile. De ne pas oublier de boire également entre les repas. L'eau du robinet peut être très bien, pourquoi pas l'eau en bouteille, si vous préférez. Quid des eaux filtrées? Alors, les eaux filtrées, personnellement, je ne suis pas pour diverses raisons. D'abord, le filtre est en plastique, donc il n'est pas impossible, comme on a vu le problème qu'il y avait avec les bouteilles en plastique, par exemple, l'eau en bouteille en plastique. Il y a sans doute un peu de dépôt de plastique qui va quand même dans l'eau. En plus, les eaux riches en minéraux sont plus protectrices pour le cœur. Donc, on n'a pas intérêt à enlever les minéraux de l'eau. Par contre, ce qui est mis en avant avec les filtres, c'est le fait qu'il y aura moins de métaux lourds, parce qu'il y a parfois un peu de mercure ou d'arsenic dans l'eau. Alors, il y a une technique qui est différente, qui est très simple à faire. Vous prenez des bouteilles ou des carafes en verre, vous en remplissez 3-4 pour la famille, par exemple, le soir, pour le lendemain matin, et vous laissez soit au frigidaire, soit vous laissez dehors, non bouchés, hein, vous ne les bouchez pas. Il y a 2 intérêts. Premièrement, le chlore va s'évaporer par le haut, et de ce fait, il y aura moins d'odeur de chlore. Puis on ne va pas assimiler le chlore, ce qui n'est pas plus mal pour le corps. Mais en plus, vous avez les métaux lourds qui vont descendre, qui vont être dans les 1 ou 2 cm les plus bas de l'eau. On ne les voit pas, mais les métaux lourds vont descendre dans l'eau. Donc, ensuite, le lendemain, vous buvez l'eau que vous avez mis dans les bouteilles. Au fur et à mesure, vous l'utilisez pour le thé, le café, ou vous le buvez comme de l'eau. Mais vous ne buvez pas et vous jetez les 2 derniers centimètres de la bouteille. Et du coup, comme ça, vous jetterez les métaux lourds. Et vous aurez une eau qui sera pauvre en chlore, pauvre en métaux lourds, mais riche en sels minéraux intéressants pour la santé, comme le magnésium, par exemple, ou le potassium. Ça, c'est une proposition bon marché et santé, et qui, je trouve, a beaucoup d'intérêt. Alors, pour revenir à l'activité physique, dans votre livre, donc vous abordez le déclin de l'activité physique sur la santé du cœur. Quels conseils donneriez-vous pour intégrer plus d'activité physique dans nos vies, surtout pour les personnes qui sont très occupées ou les jeunes qui ne pratiquent aucun sport aujourd'hui? Ou aux parents de ces jeunes qui ne pratiquent aucun sport aujourd'hui? Oui, alors, éviter prendre moins le métro et le bus, faire des trajets plus courts en métro ou en bus et s'arrêter avant la station la plus proche de là où vous allez pour pouvoir marcher. Allez faire vos courses à pied et non pas en voiture. Vous promenez le week-end. Et quand vous êtes dans votre bureau à travailler ou à jouer ou à communiquer sur les réseaux sociaux, vous levez toutes les demi-heures, marchez, ouvrez la fenêtre, aérez. Ça sera bon pour les yeux, ça sera bon pour le cœur. Et donc, ne pas rester en permanence, même si on reste chez soi, se lever régulièrement
Pourquoi pas avec son portable si on est totalement inféodé à l'écran, mais marcher, ne pas faire tout en étant assis, en fait. Et puis choisir, si on choisit un sport qu'on aime et qui ne soit pas trop compliqué en termes d'endroit. C'est-à-dire, si c'est très tard ou si c'est très loin, vous n'irez pas souvent. Alors, Jacques Fricker, pourquoi avez-vous écrit ce livre ? Alors, ce livre, on l'a écrit à deux. C'était en fait une idée de Patrick Assillac, donc cardiologue, qui souhaitait non seulement traiter les infarctus qu'il voit ou les problèmes cardiaques, mais également les prévenir. Donc, on a travaillé ensemble sur le sujet et on a voulu écrire ce livre parce que les problèmes cardiaques sont tellement fréquents en France, et dans l'ensemble des pays d'ailleurs, que ce serait vraiment dommage d'avoir ces maladies alors qu'on peut assez facilement les prévenir. Ça fait quand même très longtemps qu'on sait qu'il y a une alimentation qui protège le cœur. On connaît les grandes lignes, mais on ne sait pas très bien comment les appliquer. On a voulu, dans ce livre, parler de façon générale, mais également de façon très pratique, du choix des aliments, du choix de telle ou telle marque, même parfois, par exemple, pour les pâtes à tartiner, de telle ou telle variété de poisson, de telle ou telle huile, pour vraiment que le lecteur puisse faire des courses et faire de la cuisine de façon très pratique, très simple, au quotidien. Alors, quel type d'aliments faut-il privilégier pour une personne ayant déjà un cœur fragile ? Une personne qui a le cœur fragile peut réduire les risques de récidive, par exemple. Quelqu'un qui a eu des artères coronaires bouchées ou qui a eu un infarctus va prévenir les risques de récidive de façon considérable si cette personne bouge plus, mais après l'accord de son cardiologue, et surtout si elle mange plus équilibré. Donc, ce sera les mêmes conseils que pour la personne qui a un cœur indemne et qui souhaite garder un cœur en bonne santé. La personne qui a un cœur fragile a intérêt à manger une alimentation qui soit le plus naturelle possible, riche en fruits et légumes, qui comprennent des aliments à coque, comme les noix, les noisettes ou les amandes, qui soient riches en aliments complets, pas complets, riz complet, pâtes complètes, légumes secs par exemple, du poisson, des huiles de colza, de noix ou d'olive. Donc c'est vraiment le même type d'alimentation pour cette personne et ce sera encore plus important pour elle parce que comme elle a déjà eu un problème cardiaque, elle est encore plus à risque de récidive. Alors, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui, votre métier, médecin nutritionniste ? Qu'est-ce qui vous a amené Moi, j'ai toujours été passionné par la prévention. Dès le début de mes études de médecine, je savais que je voulais faire de la nutrition. Aussi bien la prévention au niveau du diabète, du surpoids, qu'au niveau cardiovasculaire ou du cancer. Donc, c'est vraiment l'aspect préventif. Je trouvais ça dommage d'avoir des maladies qu'on pouvait éviter, en fait. Je me suis intéressé à la fois à traiter les patients qui ont des problèmes de surpoids, de diabète ou d'hypercholestérolémie, par exemple. J'ai fait de la recherche. J'ai fait une dizaine d'années de recherche à l'INSERM et à l'hôpital Bichat. Et du coup, ça m'a passionné. J'ai voulu transmettre ensuite les données scientifiques à travers des ouvrages pour le grand public. Donc, c'est pour ça que j'ai eu cette démarche à la fois de médecins qui voient des patients, mais également de chercheurs, puis de diffuseurs d'informations en quelque sorte. En quoi croyez-vous ? Je crois en la possibilité de manger sainement et savoureusement et de protéger sa santé grâce à cette manière de vivre, sans non plus trop se compliquer la vie. Mais d'un point de vue plus ésotérique. Ah, en quoi je crois ? Oh, je crois en quoi est-ce que je crois ? Je crois en la puissance de l'esprit, comme disait François Mitterrand, et je pense qu'il y a le corps, mais qu'il y a également l'esprit qui intervient. Et sur un plan religieux, j'espère qu'il y a un après. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Qu'est-ce qui m'inspire ? Je trouve que la vie est terriblement inspirante et les gens sont passionnants. C'est le grand intérêt de ce métier, c'est que je vois des gens extrêmement différents, de tout âge, de tout niveau social, qui ont des idées extrêmement différentes les unes des autres. Donc je trouve que l'humain est passionnant. Moi, je trouve la vie passionnante. L'humain est passionnant, la lecture, la culture, la nature. Où qu'on soit, on peut trouver vraiment des choses passionnantes. Je dirais que la vie globalement m'inspire, non seulement la santé, la cuisine et la prévention, mais également la vie dans sa globalité. Que ce soit la peinture, le théâtre, la culture, faire du vélo, marcher, se promener dans une forêt, voyager. Enfin, il y a plein de possibilités partagées, qu'on soit chez soi, dans son bureau ou à l'extérieur. Si on regarde vraiment avec
des yeux, on pourrait dire des yeux d'enfant, enfin, garder des yeux neufs le plus possible, éviter la routine, c'est merveilleux. Il faut essayer, c'est pas toujours facile parce qu'on est souvent pris dans le quotidien, mais il faut essayer de voir ce qu'il y a de beau dans notre quotidien qu'on voit souvent pas assez. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? Ce qui m'effraie, c'est Bon, il y a le contexte actuel au niveau guerre et qui n'est pas très réjouissant. Ce qui m'inquiète également, c'est la puissance des réseaux sociaux et les conséquences que ça peut avoir sur nos relations les uns avec les autres, où ça pousse trop souvent, j'ai l'impression, je ne suis pas du tout un expert dans le domaine, et j'utilise très peu les réseaux sociaux, mais ça pousse, je trouve, trop souvent les gens dans des extrêmes. Les arborescences conduisent chacun à avoir des positions extrêmes et à voir l'autre comme un ennemi, ça c'est dommage. Le fait également que j'ai l'impression, mais c'est sans doute un problème de génération, que les jeunes générations sont de plus en plus dans le virtuel et plus assez dans le contact direct. Et ça à tout niveau, que ce soit au niveau sport, justement, au niveau jeu, au niveau amical, au niveau des enfants, au niveau même amoureux. Et je trouve ça dommage. Et donc, c'est peut-être ce tournant technologique qui, à la fois, est plein de possibilités et plein d'avenir et de choses intéressantes, mais également attention à l'usage qu'on en fait. C'est comme beaucoup de choses à utiliser avec modération. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Ce qui me met en colère, c'est la douleur, c'est l'insincérité, les destins brisés. Moi, je vois certaines personnes qui... Parce que on prévient la santé, on réduit les risques de maladie. Ce qui me met en colère, c'est le destin qui parfois frappe certaines personnes, certains patients ou certains de leurs proches de façon totalement injuste. Et ça, je trouve ça extrêmement... on est impuissant et ça met en colère justement par cette impuissance. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Ce qui me fait du bien, sont les patients. Les patients me font du bien. Ce dialogue que j'ai avec eux me fait du bien. Le fait de lire des articles scientifiques, maintenant je fais plus de recherche directe, mais de lire des articles scientifiques et d'écrire me fait du bien également. Et sinon, voir mes proches, voir des amis, marcher, bouger, lire, toutes ces activités me font du bien. Et j'ai du mal à m'épanouir dans une seule direction. C'est donc ce panel pas de vie, mais d'activités et de réflexions qui m'intéressent le plus. Plus que si c'était uniquement dans un seul domaine. Alors, votre mantra ou la phrase que vous vous dites ou qui résonne en vous, qui vous fait du bien ou pour vous faire du bien ? Moi, je dirais merci la vie. Eh bien, merci, docteur Jacques Fricker. Merci à vous. Chers auditeurs, nous avons aujourd'hui partagé un voyage éclairant sur le bien-être de notre cœur, abordant les risques, les solutions et le pouvoir préventif. Mais maintenant, c'est à vous d'entrer en scène. Je vous invite à prendre un instant, dès maintenant, pour réfléchir à vos pratiques alimentaires, à votre activité physique et à votre santé globale. Commencez petit, buvez davantage d'eau, incorporez une promenade brève dans votre journée ou optez pour des choix alimentaires bénéfiques à votre cœur pour votre prochain repas. Et souvenez-vous, un cœur joyeux est un cœur choyé. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bluemenu.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.